Les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'attendais de la faire. Franchement, j'ai bien attendu. J'étais impatient de la faire. La review totale pour cette pré-coupe du monde spéciale Maroc. On va revenir sur pas mal de choses aujourd'hui. Sur les coups tactiques de Wahbi, le possible parcours de l'équipe nationale. Je vais vous donner mon avis également sur les pépins physiques de Zilzouli, Mazraoui. Je vais vous donner mon avis sur la compo, sur la tactique également que peut envisager de mettre Wahbi sur ses prochains matchs. On va discuter un petit peu des outils qu'a utilisé Wahbi dans son dernier match face à la Norvège, le pressing, le contre-pressing, le jeu de combinaison, on va parler de tout ça. On va revenir au tout début, la liste évidemment. Le Maroc qui a fait des choix forts, Wahbi qui a fait des choix forts au niveau des attaquants, au niveau des défenseurs centraux, qui est également un poste qu'on va revenir par la suite assez compliqué, dans le sens où tu prends Chedeliad qui revient après un long moment de blessure, Diop manque de temps de jeu au club, Egert qui n'a pas joué depuis plusieurs mois avec l'Olympique de Marseille, pas de discussion au niveau des gardiens, Bounou est là et les deux autres sont également compétents. Au niveau du milieu de terrain, tu as l'un des meilleurs milieux du monde, je veux dire honnêtement, Laïnaoui, Ounahi, Khanous, Bouadi, exceptionnel recrue. T'as pu ramener dans l'équipe nationale Seybari, qui joue en rôle de faux neuf, Morabet et Amrabat le milieu, sans contestation. Et les attaquants, on avait des questionnements. On se disait pourquoi justement il n'a pas pris d'autres attaquants actuellement performants, Benjdida, Begraoui. Mais là, on comprend justement que c'est du fait qu'il veut faire jouer Seybari en faux neuf, ça répond à sa tactique et c'est tout à son honneur. Voilà, il a des choix, il a assumé ses choix. Et il a une tactique en tête. Et c'est la raison pour laquelle il a sélectionné ses joueurs. Mohamed Wahbi, c'est un coach que je connais bien. C'est un coach que j'ai vu évoluer également avec le Maroc U20 qui a gagné la Coupe du Monde U20 il y a quelques mois de cela. Une très belle performance en battant évidemment des équipes comme l'Espagne, le Brésil, la France, l'Argentine en finale. Des joueurs qui ont émergé, je pense à des Zambéré, Mahamma, qui sont des joueurs d'avenir côté Maroc. Le groupe côté Maroc cette fois-ci pour la Coupe du Monde de Wahbi, il retrouvera le Brésil qu'il a pu affronter en U20, mais là c'est différent. C'est un match de Coupe du Monde senior, tu joues le Brésil de Carlo Ancelotti, ça va être quelque chose, ça va être vraiment quelque chose. Tu joues également Haïti et l'Écosse. C'est pas le plus grand Brésil, mais ça reste le Brésil. Et je vais pas vous mentir que personnellement j'ai plus peur d'une équipe comme l'Écosse que du Brésil. L'Écosse est une équipe qui peut largement causer plus de soucis au Maroc, de par son jeu athlétique, direct, comparé à un Brésil qui est plus technique, plus dans le pressing, et le Maroc sait jouer ce genre d'équipe. Je dis pas que ça va être facile, mais ils savent défendre contre ce genre d'équipe. Au niveau des derniers matchs, on est sur 4 matchs sous Wahbi, au niveau de ses derniers rassemblements. Donc un match nul face à l'Équateur. Voilà, match nul face à l'Équateur, juste ici, juste après cette finale de la CAN. Cette victoire face au Paraguay, 4-0 face à Madagascar, et enfin le match nul face à la Norvège. Beaucoup d'enseignements dans ce match, on va revenir évidemment par la suite sur ce match. Une première mi-temps exceptionnelle, peut-être la meilleure première mi-temps du Maroc depuis pas mal de temps. Au niveau de l'effectif marocain, on retrouve quand même des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Ça c'est plus étonnant, c'est devenu une habitude. Hakimi au PSG, Manchester United pour Mazraoui, incertain de par sa blessure à l'épaule, mais bon, on va voir par la suite que comme quoi c'est une blessure assez bénigne, plus de peur que de mal. Egert, voilà, Crystal Palace, tu as des clubs assez importants en Europe, le Real Madrid, le Betis. Tu as un bon effectif, tu as des joueurs de grande qualité qui peuvent te faire briller dans cette Coupe du Monde. Le match d'ouverture, ça sera face au Brésil et ça sera pas une tâche facile. D'autant plus que tu devras réaliser, pourquoi pas, une performance meilleure qu'en 2022, une demi-finale, un dernier carré de Coupe du Monde, une 4e place, le tout premier pays africain à rallier le dernier carré d'un mondial. Est-ce que le Maroc peut faire mieux dans cette édition? Pourquoi pas? Je peux pas vous mentir que j'ai de l'ambition, comme tout Marocain, pour cette édition 2026. Historiquement, c'est la toute première équipe de l'histoire à avoir passé les 8e de finale d'une Coupe du Monde en 86. Et la première équipe de l'histoire à rallier le demi-finale de Coupe du Monde. Donc au niveau des Coupes du Monde, on voit que c'est une équipe quand même bien expérimentée. Au niveau de l'effectif marocain, on a un effectif plutôt bon à pas mal de secteurs de jeu. Voilà, tu repars avec des assurances, Bounou, Hakimi, Mazraoui en tant que latéral, les latéraux sont très très bons. T'as cette charnière centrale un peu inédite avec Diop, Riyad, Halhal, et t'as Naïf Agert, tu ne sais pas s'il pourra se remettre de sa blessure et s'il sera à temps physiquement, mentalement, athlétiquement pour répondre aux tactiques de Wahbi. Au niveau de ton milieu, il y a rien à dire. T'as la Enaoui, Boeddi et leur remplaçant de manière numérique, Amrabat et le Morabet. Tu as leur doublon.
Pareil en attaque, où j'étais un peu plus inquiet avant la liste, mais Wahbi a montré comme quoi il pouvait compter sur son schéma de jeu. C'est un entraîneur assez imprévisible, qui sait jouer avec n'importe quel joueur avec la même tactique, et sa force c'est son schéma de jeu et ses idées. Brahim Diaz, Sebari en faux neuf, Abdé qui est absent, qui va sûrement manquer le mondial. À voir si sa blessure ne sera pas moins grave que prévu. J'ai vu comme quoi, à ce qui paraît, ça pourrait être une absence d'environ 2 semaines et qui pourrait revenir à temps pour les phases d'élimination directe. À voir si ça sera le cas, j'espère. T'as Maimouni et Jessim également, 2 jeunes. Est-ce que cette équipe n'est pas un peu trop jeune? Peut-être. Mais justement, ils ont le coach pour. Wahbi qui connaît très bien les jeunes. T'as Rahimi également avec le Kaabi, qui auront un rôle à jouer, mais je pense que Sebari sera l'attaquant le plus important dans cette équipe, de par son rôle sans ballon et avec le ballon, mais surtout le rôle sans ballon. Un joueur de pressing, un joueur de transition, un joueur qui saura mettre la pression pour faire monter les ballons en avant. Très très important. Face à la Norvège, j'ai pu voir pas mal de schémas de jeu intéressants, surtout au niveau des ailiers et des latéraux, où j'ai vu de belles combinaisons entre Hakimi et Diaz, où tu voyais Hakimi et Diaz qui échangeaient de leur position, Boadi qui était très proche d'eux, ça créait un petit peu une sorte de triangle au niveau des combinaisons. Zelzouli pareil, très très proche de Mazraoui, de par le but de Diaz, qui part justement de cette action de Zelzouli, une très bonne récupération, une montée très très bonne avec une bonne conduite, pour justement cette passe pour Brahim Diaz, et Hakimi qui a un rôle très très important dans ce match, de par ses appels et ses contre-appels, pareil pour Sebari. Je vois cette équipe assez hybride où tu peux avoir un Ounahi qui revient par exemple ici, Sebari qui, ça dépendra du porteur de balle de l'équipe adverse, qui pourra justement faire ses replis et également mettre le pressing. Donc une équipe assez compacte, une équipe assez hybride, assez polyvalente en fonction des situations, qui peut jouer en bloc médian, et c'est une équipe très très puissante en bloc médian, qui pourra aller chercher des ballons très très bas, et qui pourra justement contre-attaquer. C'est la force que j'ai vue du Maroc face à la Norvège, c'est les contre-attaques hypersoniques de cette équipe marocaine. Une équipe qui a bien évolué comparé à 2022, ça c'était le 11 justement face à l'Espagne, avec Boufal, Ziyech et Nesseri. On retrouve Ounahi, Amrabat, Hakimi et Mazraoui, les mêmes latéraux ainsi que le gardien de but, Bounou, Seyss qui a pris sa retraite. Le dernier 11 à la CAN, donc face au Nigeria, sur le 4-1-4-1 de Walid Regragui, c'est beaucoup plus différent. Là, tu as une équipe beaucoup plus compacte, une équipe beaucoup plus imprévisible que le 4-1-4-1 de Regragui qui était un peu plus compliqué à jouer et beaucoup plus prévisible tactiquement pour les adversaires. Avec ce ce joueur pivot, donc l'Ainaoui, le Khennos et Sebari au niveau des milieux de terrain, Diaz Zelzouli et le Kaabi en attaque. Abdé est forfait pour la Coupe du Monde à l'heure où on parle. 3 à 4 semaines d'absence. Je vais revenir sur les potentiels remplaçants concernant Abdé. Mais j'ai vu sur Twitter comme quoi on pourrait parler d'une absence environ de 2 semaines si c'est moins grave que prévu. Abdé, c'est quand même un joueur hyper important pour ton équipe, même offensivement et le jeu sans ballon. Ailier gauche, qui peut jouer milieu gauche, qui a 70% des touches de balle, 72% des buts et des actions défensives. 68% des actions défensives passent par Abdé. Des duels aériens, 88%. C'est quand même un joueur sans ballon qui t'apporte un énorme plus. Au niveau de sa hitmap, tu vois que c'est un joueur très très présent, qui n'hésite pas à rentrer dans la surface quand il le faut, et qui n'hésite pas à également reculer quand il le faut pour récupérer des ballons. Et il est très important au niveau des centres et du jeu sans ballon, comme je vous l'ai dit. Au niveau de ses performances offensives et défensives, offensivement, c'est un joueur très complet. Au niveau des XG cadrés, hors penalty, des buts et des tirs cadrés. Même au niveau des dribbles réussis, c'est un joueur hyper en forme. Et défensivement, il a des statistiques hors normes pour un attaquant. Très compliqué de trouver un attaquant avec de telles statistiques défensives, des tags, des interceptions. Bref, c'est un joueur hyper complet et s'il y a une absence d'Abdé, ça peut faire très mal. Mazraoui, en revanche, bonne nouvelle. On parlait justement d'une luxation de l'épaule. Ça devrait être une contusion. On verra dans les jours à venir. Mais si c'est que ça, il devrait être présent pour le match face au Brésil ou, au pire des cas, face à l'Écosse. Donc ça également, c'est une bonne nouvelle. Pour revenir sur le match face à la Norvège, parce qu'il y a énormément d'enseignements dans ce match. Donc tu joues une équipe de Norvège qui est assez semblable et similaire à l'équipe d'Écosse, qui joue avec ce 4-4-2 ou 4-3-3. Ça dépend des phases de jeu. Avec ce trio, Sorloth, Haaland, Nusa. Également l'entrée de Oscar Bob, Odegaard. Ils ont également sur le banc des joueurs comme Ossigard, Berg,
de très bons joueurs du Bodo Glimt qui ont réalisé une superbe saison cette année en Ligue des Champions. Une équipe qui pouvait te poser pas mal de problèmes et c'était un très bon entraînement pour notre équipe nationale. Dès l'entame de match, tu vois cette équipe du Maroc qui remet ce ballon en touche, un peu comme la tactique de Luis Enrique qui permet justement d'avoir une accumulation de joueurs au niveau d'un côté, ce qui crée un surnombre numérique par rapport aux autres joueurs. Et tu vois que justement les joueurs du Maroc savent très bien se positionner pour bloquer justement une ouverture de passe pour d'autres joueurs norvégiens. Ce qui pousse justement la Norvège à jouer vers l'avant et à trouver des joueurs de manière aérienne. Ça trouve directement Haaland, mais c'est repris par Brahim Diaz, il me semble. Et t'as Boeddi, très très bon dans le jeu. La clé du Maroc, c'est Boeddi, au niveau du jeu de récupération, de gestion du milieu de terrain et du jeu vers l'avant et de percussion. Du pressing, on voit que plusieurs joueurs jouent sur le pressing. Chacun est sur un bon marquage. T'as Hakimi juste derrière ce joueur pour le bloquer en cas de récupération. Boeddi qui met le pressing sur ce joueur-là à dos de touche. Hakimi juste ici. La récupération est très bien faite et tu as 3 joueurs vers l'avant. Quand tu as ce genre de situation, c'est hypersonique, ça part très très vite. Tu as les joueurs de la Norvège qui sont en retard, mais surtout les joueurs du Maroc qui sont très très en avance dans ce genre de contre-attaque, avec Sebaré et Boeddi qui n'hésitent pas à partir sur ce couloir. Un joueur ici, un joueur par ici, ça crée un surnom numérique. Également, ce qui m'a plu, c'est le jeu à triangle, les combinaisons triangle du Maroc, comme sur cette action-là, avec Ounahi qui se propose dans l'entrejeu, ça fait plaisir de voir ce genre de situation. Tu as Sebaré, Diaz, Hakimi, ce jeu en triangle, avec Boeddi qui se propose juste ici, pour pourquoi pas changer d'aile. D'ailleurs, il a changé d'aile pas mal de fois dans ce match, on va le voir par la suite. La récupération juste ici à la 7e minute de Zelzouli, très bonne conduite de balle sur la ligne, il a une très bonne conduite. Il n'hésite pas à décaler vers Brahim Diaz, qui profite justement de l'appel de Hakimi et de Sebaré pour cette ouverture, ce qui pousse justement ce joueur de la Norvège à hésiter, hésitation entre l'appel de Hakimi et la possible action dangereuse de Diaz, ce qui crée l'ouverture. Pas facile de gérer ce genre de situation, et automatiquement tu seras hésitant, ce qui pousse Diaz à tirer une frappe sèche juste ici. 1-0 pour le Maroc, magnifique action collective côté marocain. Maintenant, il y a quelques inquiétudes, c'est le 4-2-3-1 de Wahbi qui fait que le 3, donc la ligne de 3, peut parfois être coupée dans l'entreligne par Ounahi, juste ici, qui a été un petit maillon faible sur ce match, entre les ailes de Brahim et Zelzouli. Tu vois Ounahi qui est un peu le maillon faible, et tu as par exemple des passes qui peuvent passer côté Norvège. Hop là. Au niveau des récupérations vers l'avant, tu as Hakimi qui a une arme offensive exceptionnelle, qui est un joueur hors norme, qui n'hésitera pas à faire les courses et les allers-retours. Ça, c'est un joueur, peut-être le meilleur, si c'est le meilleur d'Europe, le meilleur latéral d'Europe pour faire de telles courses, de tels allers-retours. Très bonne compréhension avec Brahim Diaz. Il trouve Boeddi juste ici qui n'hésite pas à décaler et à changer d'aile pour Zelzouli, magnifique action. Le jeu également entre les lignes du Maroc est très très bon. Les actions qui sont réalisées, la finesse technique, les appels entre les lignes sont très très bien réalisés. Boeddi que j'ai trouvé, je me répète sur cette chose-là parce que c'est important à dire, il est partout dans les entrelignes, partout entre les lignes, et il sera toujours bien placé entre les lignes. Tu dois avoir un joueur dans cette ligne-là, tu as Boeddi. Si tu avais un joueur ici qui doit être là, tu auras Boeddi. Brahim Diaz qui n'hésite pas à faire l'appel, également proposition de Sebaré et de Hakimi. Nail Ainaoui, énorme volume de jeu. Et tu as magnifique action. Zelzouli qui fait l'appel et Diaz qui fait le centre. Normalement, sur ce genre d'action, ça doit finir sur un but. On est en Coupe du Monde. Bon, là, c'est un amical et ça passe au-dessus. Mais ce genre d'action contre le Brésil, contre l'Espagne, contre la France, tu n'auras pas des 5 ou 6 actions comme ça. Tu devras en mettre 1 sur 2. C'est l'efficacité. Pour revenir sur les potentiels remplaçants de Abdessamad Zelzouli, j'ai pensé à Khoumesh, à Soufiane Boufal également, à Othman Mahamma, qui est un joueur que connaît très très bien Mohamed Wahbi, vu qu'il a évolué sous ses ordres en Coupe du Monde U20. Boufal pour l'expérience, Khoumesh, un joueur qui connaît bien l'équipe nationale, Mahamma pour la jeunesse et sa très bonne compréhension avec son coach. C'est 3 options très possibles côté Maroc. Maintenant, je pense que cette équipe du Maroc, il y a un monde où Mohamed Wahbi ne fait pas de remplaçant.
et justement remplace numériquement Zelzouli par un Khandous ou par un Ounahi, et ça rentrerait parfaitement dans son schéma de jeu. Remplacer numériquement son joueur blessé et appliquer les mêmes consignes qu'on demande à un Zelzouli à un autre joueur. Ça fera sa force. C'est les forces des idées des coachs. Et je pense que Wahbi, vu qu'il a des idées bien précises, un joueur blessé, 2 joueurs blessés, si on voit face au Brésil le même jeu proposé face à la Norvège au niveau de leur première mi-temps, ça montrera la force de caractère et la force tactique de Wahbi. Au niveau du potentiel parcours du Maroc, le Maroc se loge dans le groupe C, et je vois un Maroc potentiellement finir premier du groupe C. Si on finit premier du groupe C, on se retrouverait donc, hop là, face au deuxième du groupe F, du coup. Le deuxième du groupe F, ce serait les Pays-Bas ou le Japon. Donc, pas facile. Un gros morceau en 16e de finale, les Pays-Bas ou le Japon. Et derrière, tu devrais affronter le deuxième du groupe E, le deuxième du groupe I. Qui serait, donc, deuxième du groupe E. Donc, deuxième du groupe I, potentiellement le Sénégal ou la Norvège, encore une fois. Et, on a dit le deuxième du groupe E. Qui serait... potentiellement la Côte d'Ivoire ou l'Allemagne s'ils font un faux parcours, ou même l'Équateur. Tu rencontrerais le Japon ou les Pays-Bas, puis en 8e de finale, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire ou l'Allemagne. Et ensuite, évidemment, plus la compétition avance, plus tu rencontreras des gros. Si tu finis deuxième du groupe C, tu rencontreras le premier du groupe F, et dans ce cas-là, encore une fois, les Pays-Bas ou le Japon. Mais en revanche, en 16e du finale, tu devrais rencontrer normalement le deuxième du groupe A ou le deuxième du groupe E. Je dis pas que c'est plus abordable, mais c'est plus intéressant. Donc le Canada, la Suisse, le Qatar potentiellement, la République tchèque, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée. Plus abordable de finir deuxième du groupe C que premier du groupe C pour un potentiel quart de finale. C'est ce que je voulais dire les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, votre avis sur cette équipe du Maroc. J'ai pu dire pas mal de choses, je pense que j'ai donné pas mal d'idées tactiques. J'ai donné mon avis. Wahbi est un très bon coach, on a une très belle équipe cette année. Et j'ai même envie de dire qu'on a peut-être un meilleur effectif, de meilleures idées tactiques qu'en 2022. Et on devra le prouver sur le terrain, évidemment. Si je dois revenir sur une chose, c'est au niveau de nos adversaires. On va jouer le Brésil, on va jouer l'Écosse, on va jouer Haïti. Ce sera pas une partie de plaisir. Notre Coupe du Monde ne devra pas se baser uniquement sur le Brésil. On a l'Écosse, on a Haïti. On doit jouer ces deux nations-là de la meilleure des manières. Ce ne sont pas des figurants. Ils sont pas venus pour rigoler. Ils sont là pour jouer. Ils sont là pour gratter des points. Et on devra jouer avec sérieux pour gratter des points sur les 3 équipes et finir premier du groupe. C'est tout pour cette vidéo les amis. On se retrouve très prochainement pour l'avant-match de Maroc-Brésil. Allah al-Watan al-Malik, d'Imam Ghareb, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.